bonsoir à tous. Joyeux anniversaire Malherbe. Les supporters ont entonné la chanson tout à l'heure dans les tribunes. Nous sommes ensemble pour un 19-20 édition spéciale centenaire. Florent Turpin et moi-même pour vous servir. Alors, on attendait tous ce match de gala contre l'AC Milan. Et ça y est, ça vient de se terminer. Le stade est en train de se vider, Florent. Et on va revenir tout au long de ce journal sur l'histoire, évidemment, du Stade Malherbe, sur cette journée et évidemment sur le point d'orgue de ce centenaire, ce match amical face au Milan AC. Le Milan AC, l'un des plus grands clubs d'Europe. 11 victoires en Ligue des Champions. Évidemment, les Milanais ne sont pas venus ici avec leurs plus grandes stars, mais avec quand même quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Le match vient tout juste de se terminer. Résumé, Pierre-Jean Vergne, Romuald Seveste. Nyang de retour à Caen, cette fois sous les couleurs de l'AC Milan. Un sacré maillot que le staff canet s'empresse de toucher. Kaka et Robinho sont absents. En revanche, Mexès et Zaccardo sont bien là, ainsi que 14 000 spectateurs environ. Milan, le club aux 18 titres de champion d'Italie, face à Caen, 2 fois champion de Ligue 2. Et contre toute attente, ce sont les Normands qui se montrent dangereux dès le début de la rencontre. 2 occasions franches, coup sur coup, et une troisième au fond des filets. Une tête de Duhamel, Jean-Jacques Pierre à la finition, 1-0 pour Caen. Les Canets ont mangé du lion, la domination est nette. Et à la 16e minute, Mathieu Duhamel s'engage seul face au portier milanais. Une frappe du gauche et bing, 2-0. On ne pouvait pas rêver meilleure entame de match. Milan ne semble pas vraiment dans le match. Les incursions dans la défense cannaise sont rares et pas vraiment dangereuses. Caen veut faire bonne figure devant son public. Et avant la pause, c'est Kanté qui inquiète sérieusement les Italiens sur cette frappe. Au retour des vestiaires, on pouvait s'attendre à un réveil de Milan. Eh bien, pas du tout. Caen est toujours aux affaires et cette fois, c'est Fodé Koïta qui inscrit le 3e but pour Malherbe. À la fin de la rencontre, Kim se fait plaisir pour une dernière action sérieuse. Milan n'a pas vraiment joué le jeu, peu importe. Caen peut s'enorgueillir d'avoir battu une des plus grandes équipes européennes. Un match face au Milan AC qu'ont vécu de l'intérieur nos invités, Frédéric Gay, historien, Nicolas Seub, qu'on ne présente plus, joueur du Stade Malherbe, et vous, Jean-François Fortin, président du Stade Malherbe de Caen. Monsieur Fortin, est-ce que la fête est clairement réussie? Pour le moment, elle est totale. Elle est totale et je ne vous cache pas mon énorme satisfaction. Comme vous l'avez précisé, je pense, dans votre introduction, elle va se poursuivre un peu à la salle des colonnes avec les anciens et puis ensuite aux élites pour se terminer, je crois en avoir entendu parler, par un beau feu d'artifice. Et donc, si tout se déroule aussi bien que depuis le début, ça sera parfait et je serai un président comblé, ce qui n'est pas toujours le cas tous les week-ends, je dois bien l'avouer. Mais voilà, mais pour moi, c'est un sans faute pour le moment. Nicolas Seub, dites-moi, dans une carrière de joueur, battre le Milan AC, même sans ses stars, c'est quand même pas mal. Oui, ça, je disais ça au président précédemment, ça restera une date ancrée dans l'histoire du Stade Malherbe, peu importe avec quelle équipe le Milan est venu à Caen, voilà, ça restera ancré cette date, 13 octobre 2013, Caen aura battu le Milan AC 3-0. Voilà. Ça fait pas mal sur un CV. Ça fait pas mal sur un CV, même si mon CV se termine et ça me servira plus à grand chose. Et la fête a commencé dès le début d'après-midi, Alexandra, avec une grande parade dans les rues de Caen. Et oui, ça restera certainement l'une des belles images de cette fête du centenaire. Plusieurs centaines de jeunes ont donc défilé du bas de la rue Écuyère dans le centre-ville de Caen jusqu'au stade Dornano. Une vague malherbiste avec des t-shirts rouges et bleus, noirs et blancs à rayures et des t-shirts des 10 dernières décennies. Oui, journée très attendue également par les supporters du Stade Malherbe. Ils étaient près de 15 000 cet après-midi en tribune pour assister à ce match face au Milan AC. Des supporters qu'on rencontrait cet après-midi, Maxence Regnault et Pauline Latruite.
Ça a changé ma vie, oui. C'est plutôt une histoire de famille. Histoire de cœur, histoire d'amour. Le Stade Malherbe, c'est une passion qui se transmet de père en fils, en petit-fils. J'y vais tout le temps avec mon père et des fois avec papy. Et mes enfants étaient là en Normandie avant moi, donc moi j'ai pris le relais. Ah, mon fils, dès qu'il a eu l'âge de pouvoir aller au stade, il a été au stade, quoi. Parce que papa y allait, donc il fallait qu'il y aille. D'autres histoires, elles, ont commencé grâce à Malherbe. Le Rouge et Bleu a réuni pour la vie Delphine et Fabrice. J'ai connu plein de copains, copines, et aussi j'ai rencontré ma femme, donc voilà. Fabrice était à l'époque président des Gunners, qui était un des premiers groupes de supporters. Et moi, je faisais partie des supporters du Stade Malherbe. Et en se rencontrant comme ça au stade, et en temps des déplacements, beaucoup aussi à l'époque, on a appris à se connaître, à se rencontrer, quoi. Malherbe, ses supporters. Derrière chaque visage, sous chaque maillot, se cache une histoire écrite en rouge et bleu. Et Jean-François Fortin, il faut nous dire comment vous avez fait pour faire venir le Milan AC ici à Caen. Oui, je peux le dire, oui, il n'y a rien de très confidentiel. J'ai traité cette affaire lors du transfert de Mbaye Niang. Et comme on commençait à discuter sérieusement, on commençait à cogiter sérieusement sur tout ce que l'on pouvait imaginer pour fêter ce centenaire, il est clair que dès cette négociation et au cours de cette négociation, j'ai pensé que le fait de pouvoir offrir le Milan AC aux supporters de Caen pourrait être apprécié. Et donc, dans le cadre de cette négociation, j'ai inclus le fait que le Milan AC viendrait pour faire ce match de clôture du centenaire. Un beau cadeau pour les supporters, un beau cadeau pour vos joueurs. Nicolas Sob, vous êtes le joueur qui a disputé le plus de matchs avec le Stade Malherbe, 410 je crois au total. Est-ce que c'est aussi une journée pour se remémorer quelques souvenirs ? Oui, moi il y en a beaucoup qui ressurgissent. Il y a ma génération qui était là... enlevé de rideau. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc je les ai tous vus. Ça m'a fait énormément de bien. Je crois qu'on a été très heureux de se revoir. Voilà, on s'est même dit, je pense, qu'on va essayer de faire ça chaque année entre nous. Parce que c'est quand même une génération qui a marqué le club et je pense que les gens ne nous ont pas oubliés. Donc on était très, très, très heureux vraiment de se revoir. On va se tourner maintenant vers Frédéric Gay, historien, co-auteur de ce livre, Malherbe 1913. Frédéric, j'ai cru comprendre qu'on jouait au foot à Caen bien avant 1913. Ah, bien avant, oui. Le football arrive progressivement à Caen à la fin du 19e siècle et s'implante finalement rapidement. Caen est même une ville relativement pionnière sur le développement du football association, le football qu'on connaît, qu'on pratique aujourd'hui. Ouais, ça se pratiquait surtout dans les lycées, je crois. Évidemment, oui. Et d'où la relation du nom avec le lycée Malherbe de Caen. Oui, on joue au foot et ce sont les élites qui jouent au football à l'époque. On va d'ailleurs voir tout ce qui s'est passé à la création du club en 1913 à travers ce reportage préparé par Fabrice Lefeuvre au montage et Marc Michel pour les images. Cela fait donc 100 ans que l'on joue au foot à Caen. 100 ans d'histoire, de buts, de joie, de déception. Depuis 1913, depuis la création du Stade Malherbe de Caen. Ça ne s'invente pas. Le Stade Malherbe est né dans un bistrot, le Chalet Alphonse, l'un des lieux à la mode au début du siècle dernier. Le 15 octobre 1913, c'est ici que l'on décide de créer un club de foot à Caen, comme un peu partout en France à cette époque. Ce sont les balbutiements du football, inspirés donc de ce qui se pratiquait déjà en Angleterre. Né de la fusion du club Malherbe Canet et du club sportif Canet, le tout nouveau Stade Malherbe de Caen se trouve très vite de nouvelles couleurs. Alors c'est la fusion des deux maillots des deux équipes existantes qui amène donc le rouge et le bleu et les bandes verticales. Le Stade Malherbe a son maillot et bientôt son stade. C'est dans le quartier de Venoy que le club va s'implanter et se structurer. En 1934, Caen décide d'intégrer le premier championnat professionnel et engage des joueurs venus de l'Europe entière, notamment de Hongrie et de Tchécoslovaquie. Mais la Deuxième Guerre mondiale stoppe net l'expérience du professionnalisme.
Après-guerre, le Stade Malherbe redevient un club amateur, mais connaît paradoxalement un incroyable engouement populaire. Il n'y a pas véritablement de divertissement. Les cinémas, il n'y en a pratiquement plus, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus... Et le dimanche, les gens coincés dans Caen, parce qu'il n'y avait pas des voitures comme maintenant, qu'est-ce qu'ils vont? Ils montent à Venoy, ce qu'on appelle monter à Venoy. Et là, il y a des matchs de Coupe de France extraordinaires. Dans les années 50 et 60, ce sont ces nombreux exploits en coupe qui font la renommée du Stade Malherbe. Le Racing Paris, Lens, Nantes, Caen fait trembler les meilleurs clubs français. En 53, Malherbe réalise même l'exploit d'éliminer le grand Stade de Reims. À l'époque, c'était la meilleure équipe d'Europe. C'est comme si actuellement, le Stade Malherbe battait Barcelone. Un exploit incroyable. Incroyable. Malherbe domine, construit le jeu sans parvenir à concrétiser cet avantage. Les années 70 et 80 marquent une traversée du désert pour le Stade Malherbe qui végète au niveau régional. Seuls les derbys face à l'US Normande, Quevilly ou Lisieux déplacent un peu les foules. C'est d'ailleurs face à Lisieux que Caen arrache son accession en 2e division en 1984, un an après l'arrivée du nouvel entraîneur, Pierre Lankowski. 4 ans plus tard, en 88, le club décroche pour la première fois de son histoire sa place en 1re division dans une liesse générale, avec de nombreux joueurs formés au club comme Fabrice Divert ou Franck Dumas. Je crois qu'on a pris le match comme il fallait. 3-0, c'est fabuleux. On parle de cette montée parce que c'est historique déjà, parce que le club n'avait jamais connu la 1re division. Je crois que le club, à partir de cette année-là, a commencé à se professionnaliser un petit peu plus. Le Stade Malherbe accède enfin en 88 à l'élite du foot français, sans y être vraiment préparé. Le club va bientôt connaître de grands changements, mais comme le dit Gérard Blanc cette année-là, c'est une autre histoire. Une autre histoire, on verra ça dans quelques instants. Jean-François Fortin, 1988, c'était il y a 25 ans, la montée du Stade Malherbe en 1re division. On a l'impression que le foot a énormément changé en 25 ans. Effectivement, il faut que je sois bref, donc je vais l'être. Je pense que, à réfléchir, les grandes évolutions, on va parler des équipements. Je pense qu'en 25 ans, les stades ont énormément évolué. On a rendu plus convivial les stades. C'est d'une part une bonne chose, mais on remarque aussi que l'ambiance a un peu chuté. Si on reste à Caen et qu'on compare Venoy et Dornano, est-ce qu'un surplus de confort fait tomber un peu l'ambiance? La deuxième chose, eh bien, c'est l'argent. C'est évident. Alors, ça m'embête de parler d'argent parce que combien de fois je me suis révolté du fait que lorsqu'on parle football, automatiquement c'est l'argent. Mais je le soulève parce qu'effectivement, en 25 ans, l'argent est venu de façon importante dans le football par le biais de la télévision majoritairement. Et dans le football comme ailleurs, l'argent est porteur de choses positives, mais peut-être porteur de choses négatives. Et entre autres, peut-être qu'on a perdu une certaine culture du football, une certaine état d'esprit. Justement, Frédéric Gay, on peut dire que 88, c'est aussi l'entrée dans la cour des grands à travers ça. Clairement, nous, c'est un moment fort qu'on a souhaité mettre en avant dans notre livre, Malherbe 1913. C'est un changement de dimension claire. Et en même temps, il faut aussi rappeler que le club, depuis plusieurs années, se structure progressivement pour arriver à ce niveau-là et pouvoir s'y installer de manière durable. Alors, Président Fortin, je crois que vous devez nous quitter. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Et puis, on poursuit donc avec la suite de l'épopée en images 1988 jusqu'à aujourd'hui et ce changement donc pour Malherbe. Explosion de joie, le Stade Malherbe Canet, pour la première fois de son histoire, est en 1re division. Les lendemains de fête sont parfois difficiles. En 89, pour sa première saison en Division 1, le Stade Malherbe arrache son maintien sur le fil. Malgré le soulagement, Robert Nouzaré, l'entraîneur, est écarté. Nouzaré, ça y est. Dès la saison suivante, changement de cap. Caen voit débarquer un jeune coach suisse plein d'avenir, Daniel Jean Dupeux. Et si côté finance, le club est au bord du dépôt de bilan, côté terrain, le Stade Malherbe connaît des résultats sans précédent. Et le petit stade de Venoy devient un véritable chaudron.
C'était chaud, c'était chaud. C'est l'image d'une grosse cocotte minute chauffée à blanc. Ambiance de feu, des tôles, enfin des mini-tribunes dans tous les sens. En 92, après une saison étonnante, Caen gagne le droit de disputer son tout premier match de Coupe d'Europe face aux Espagnols de Saragosse, l'une des meilleures équipes du continent. Petit joueur comme moi, pouvoir faire un match de Coupe d'Europe, forcément c'est inespéré. Ce soir-là, le club normand réalise un grand match. C'est une extraordinaire histoire. Et s'impose 3-2. Fou. C'est toute une région qui a connu pour la première fois la Coupe d'Europe. Un an plus tard, adieu le vieux stade de Venoy. Après 2 ans et demi de travaux, Caen s'offre un grand stade moderne de plus de 20 000 places, inauguré le 6 juin 1993. Le stade Michel Dornano. C'est une transition qui a été difficile à vivre, je pense, pour le club, pour les joueurs, pour le public qui avait pas ses repères. Dès 1995, le Stade Malherbe est relégué en 2e division et rappelle son entraîneur emblématique, Pierre Mankowski. Il parvient à faire remonter le club dès la saison suivante. Mais Caen se bagarre pour se stabiliser au plus haut niveau. Les présidents et les entraîneurs se succèdent, comme les saisons en 2e division. 7 au total jusqu'en 2004. Ça commençait à être un petit peu long et j'avoue sincèrement que si on n'était pas monté, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais peut-être cherché à aller voir ailleurs. En 2005, le SM Caen retrouve enfin la Ligue 1 après 7 ans d'attente. Cette année-là, le club est aussi tout près de remporter le premier trophée de son histoire lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Mais devant 80 000 spectateurs au Stade de France, Malherbe s'incline 2-1 face à Strasbourg. Énorme déception. Dans la foulée, Caen est à nouveau relégué en Ligue 2 et voit arriver un nouvel entraîneur, Franck Dumas. Pendant cette saison, le coach bayeuxin alterne le bon et le mauvais, avec 2 relégations et 2 remontées en Ligue 1. L'ascenseur, le yo-yo, c'est d'ailleurs ce qui caractérise le Stade Malherbe depuis quelques saisons. Le club a bien du mal à rester au plus haut niveau. Retour en direct au stade Michel Dornano. Nicolas Seub, la finale de la Coupe de la Ligue, c'est évidemment des très très bons souvenirs. Oui, c'est de très bons souvenirs d'une certaine manière, parce qu'on a vécu un moment magique, on a découvert le Stade de France, on a amené toute une région derrière nous. Ça faisait longtemps que le club n'avait pas vécu des moments comme celui-ci. Et ça reste aussi un moment de grande déception, puisque le dénouement, tout le monde le connaît, on a perdu cette finale. Et voilà, on aurait pu être les premiers à gagner un titre pour le Stade Malherbe et voilà, ça fait encore mal. Alors vous étiez tout à l'heure avec les anciens de l'équipe de 2005. Vous avez affronté l'équipe de 92, celle de la Coupe d'Europe. C'était un match amical en levée de rideau pour cette journée tout à l'heure. Et Cyril Duponchel et Pierre-Marie Puot l'ont suivi. Ils ont suivi votre retour sur la pelouse. Les héros sont aujourd'hui un peu à l'étroit dans les maillots. Les tempes ont blanchi. Comme toujours, en bon meneur d'hommes, Daniel Jean Dupeux sait trouver les mots. L'adversaire est un peu plus jeune que vous. Oh. Plus léger, c'est pas sûr. On a une équipe de poids qu'il faudra utiliser. Rarement titulaire, mais là, pour les sortants, je suis titulaire, c'est la classe. Les sourires en disent long sur la joie de rejouer ensemble, de reconstituer cette équipe mythique, celle qui a joué l'Europe. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Face aux gamins finalistes de la Coupe de la Ligue 2005, les grognards de Malherbe imposent leur rythme. Et forcément, l'équipe du Stade Malherbe 2005 n'a pas à forcer son talent pour dominer son aîné. Mais l'essentiel est ailleurs, dans la joie des retrouvailles. Encore marié? Graham Rix salue ses anciens coéquipiers. Au gré des changements, l'air de rien, les anciens font le coup du surnombre. À 13 contre 11, ils ne parviendront pas à renverser le cours du match. Mais qu'importe, c'est bel et bien Malherbe qui a gagné.
Ça nous rappelle des bons souvenirs. Et je crois que c'est vrai de refouler la pelouse quand on est resté 8 ans ici, ça marque. Et franchement, c'est un régal. C'est la dernière question pour finir. Il manque un palmarès à Malherbe quand même. Évidemment, il manque un palmarès, mais finalement, il se passe beaucoup de choses au club et puis il ne reste plus qu'à valider l'essai et d'écrire une nouvelle belle ligne à l'histoire de ce club. Ça sera pour les 200 ans en fait. Ça sera pour les 200 ans. On peut imaginer ça. Merci Nicolas Seub, merci Frédéric Gay, merci au Stade Malherbe de nous avoir accueillis.